Bonjour à tous. La cogénération représente 2% de l'énergie produite en France, de l'électricité produite en France. C'est une technologie qui a plus de 25 ans. Elle a été plutôt réservée au secteur tertiaire, mais la cogénération se démocratise désormais. On voit maintenant des installations de plus petite taille dans l'habitat. Quelles sont les solutions techniques de cogénération? Quel intérêt pour les maîtres d'ouvrage et pour les utilisateurs? Quels conseils pour faire les bons choix? CJBAT, les débats. Pour faire le point sur la cogénération, ses vertus, ses limites, son opportunité, Cyril Lejeune, le chef des ventes de Eneria. Eneria, c'est un groupe qui est implanté en Europe, qui est implanté au Maghreb aussi, spécialiste des moteurs, distributeur exclusif de Caterpillar. Et vous proposez évidemment, c'est la raison de votre présence parmi nous, des solutions de cogénération. Laurent Vidoni, le gérant du bureau d'études ITF, ingénierie thermique fluide, un bureau d'études qui est installé près de La Rochelle, avec cette expertise particulière en matière d'efficacité énergétique. Le PDG d'Etamine, Nicolas Moll, Etamine qui est un bureau d'études qu'on retrouve à Lyon, à Paris et à Nantes, spécialiste de la conception environnementale des bâtiments et de l'aménagement durable. Enfin, deux débats pour la minute réglementaire. On retrouvera Julien Guillemot, l'expert technique et réglementaire de CJBAT. Brice Fèvre également, le directeur de CJBAT, nous rejoindra pour le débriefing. Également, Olivier Brogy est avec nous. Il fait son entrée sur le plateau des débats. CJBAT, spécialiste du marché tertiaire. On verra dans un instant quels sont les avantages et les limites aussi de la cogénération, mais évidemment, il faut définir, Olivier, ce qu'est la cogénération. Alors, la cogénération, qui est le sujet donc de ce débat, c'est la production simultanée de chaleur et d'électricité à partir d'une même énergie. Donc concrètement, c'est un moteur qui va entraîner un alternateur qui va produire de l'électricité et on va venir récupérer la chaleur de ce moteur pour par exemple chauffer un bâtiment ou produire de l'eau chaude sanitaire. Aujourd'hui, on a à peu près 900 cogénérations installées en France et les cogénérations se distinguent par leur taille. On distingue donc des micros et des mini qui sont inférieurs à 36 kVA. Les mini, c'est inférieur à 250 kVA, et après on rentre dans les petites, moyennes et grosses cogénérations jusqu'à plus de 12 MW, donc des choses très très grosses. Le principe, c'est bien d'utiliser une énergie pour en fabriquer en réalité deux, ou en tout cas pour deux usages différents. Et on va illustrer ça avec de la cogénération à grande échelle. Pour le coup, vous allez le voir. On va près de Nantes, à Carquefou exactement, et c'est une entreprise qui nous a reçus, l'entreprise Cheminant. Elle fait du maraîchage, elle fait pousser littéralement des légumes, et comme beaucoup de ses confrères, l'entreprise Cheminant a choisi la cogénération. Visite de ces installations avec Ariane Monfray et Julien Lagrange. Laurent Cheminant exploite 11 hectares de serre qu'il faut chauffer 11 mois sur 12 pour cultiver des tomates et des concombres. L'exploitation est équipée de 3 unités de cogénération de ce type qui fonctionnent au gaz naturel. Le moteur actionne un alternateur qui produit de l'énergie électrique de l'ordre de 4,4 MW. En fonctionnant, le moteur produit aussi de la chaleur. Elle est utilisée pour réchauffer de l'eau, d'abord stockée dans cette citerne tampon de 3000 m3, puis injectée dans le système de chauffage des serres. On chauffe toujours entre 18 et 20 degrés. Donc pour chauffer à 18 et 20 degrés, on a besoin de l'eau chaude. Et notre eau chaude nous passe aujourd'hui à travers un système de tube rail, qui est le chauffage haute température, et à travers un chauffage de végétation. 100% de l'énergie thermique produite par la cogénération est utilisée dans les serres. Dans le même temps, 100% de l'électricité est revendue à EDF. Laurent Cheminant a signé un contrat de rachat de l'électricité pour 12 ans.
Pendant cette durée, le prix de rachat est indexé sur le prix du gaz. Pour ERDF, ces investisseurs privés contribuent à la stabilité de l'approvisionnement local en électricité. Ce qui est intéressant pour EDF, c'est qu'on installe des cogénérations dans des zones périurbaines, pas trop loin des villes, où il y a des consommateurs potentiels, ce qui évite aussi des lignes à haute tension, la construction de lignes à haute tension. Aujourd'hui, sur le site où vous êtes actuellement, on produit l'électricité pour environ 20 à 30 000 personnes autour du site. Une seule contrainte, pour installer de la cogénération, il faut être proche des réseaux de gaz naturel et d'électricité. Pour GRDF, ces sites de production décentralisés ne présentent que des avantages. La cogénération, c'est un moyen de produire sa propre énergie, sa propre électricité. Et puis si j'étais dans le tertiaire ou dans le résidentiel, je dirais que c'est un moyen d'atteindre des labels de performance énergétique élevés, de se diriger vers le bâtiment énergie positive de manière assez simple, avec des systèmes qui sont connus et puis qui ont du sens économique et puis pour la planète. Alors les images en elles-mêmes étaient déjà impressionnantes, mais je peux vous assurer que sur le terrain, l'installation, les serres en elles-mêmes et l'unité de cogénération, c'est vraiment très très spectaculaire. C'est peut-être une question de profane, messieurs, mais quand même, quand on découvre la cogénération, vous nous en avez, Olivier, expliqué le principe tout à l'heure, on prend une énergie donnée et on la transforme pour en faire une autre énergie. Ça paraît un peu, pardon, mais aberrant. Pourquoi ne pas faire rentrer dans le bâtiment l'énergie dont on a besoin? Pourquoi fabriquer de l'électricité avec du gaz? Quel est l'intérêt de cette alchimie, si j'ose dire? Moi, je dirais c'est vrai qu'il y a un intérêt par rapport à l'évolution des réglementations thermiques, les labellisations BPOS, etc. Parce que quand on fabrique de l'électricité, il y a toujours de la chaleur perdue. Et c'est pour ça que quand on achète 100 kWh d'électricité à son fournisseur, en fait, on a consommé 250 kWh d'énergie primaire. Et donc là, l'intérêt, c'est d'utiliser la chaleur qui est fatale, on va dire, qui est produite quand on fait de l'électricité. Donc on renverse le raisonnement. Chaque fois, je fais de la chaleur, mais j'ai un bonus d'électricité. Et donc, en termes, quand je convertis les énergies que j'utilise en énergie primaire, je suis gagnant par rapport au gaz que j'ai acheté, toujours en énergie primaire. Donc la cogénération, c'est ce que bonifie un petit peu le kilowattheure acheté ou d'énergie primaire. 100, on va dire, kilowattheure énergie primaire gaz peut donner à la fin 150 ou 140 kilowattheures d'énergie primaire chez soi. Techniquement, est-ce qu'il y a des alternatives ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule solution, celle qu'on a vue sur le site de cette serre pour faire de la cogénération? Quelles sont les options? Il y a des choses plus petites que ce qu'on a vu. Il y a des choses qui existent en modèle un peu plus réduit. Il y en a des toutes petites. Ça s'appelle des éco-générateurs. C'est un petit moteur, en fait, dans une chaudière individuelle qui produisent un peu d'électricité pour une maison. Après, il y a des technologies type moteur et turbine. C'est plus les moteurs et turbines qui sont les plus répandus, celles qu'on va retrouver dans les marchés, dans les bâtiments tertiaires, dans les bâtiments de logement, etc. Et ça va donc jusqu'aux serres. Donc là, ça part de tout petit et ça peut aller à très très gros, comme on vient de le voir, et ça va encore plus loin que ça. Et sinon, après, il y a une autre troisième technologie qui serait la pile à combustible, où on est plus là au stade de développement, où on commence à faire les premières réalisations en France. C'est plus pour demain, on va dire. Sur les prix, combien coûtent ces équipements? Et puis j'élargis la question au-delà de l'investissement en lui-même. Est-ce que c'est rentable? Parlons prix d'abord et puis on parle modèle économique ensuite, si vous le voulez bien, Cyril Lejeune, sur les prix. Oui. Au niveau prix, c'est clair qu'on va avoir un effet d'échelle. Plus on va être gros en puissance installée et plus le prix va être faible au niveau... en euros par kilowatt installé. Électrique, oui. Électrique, ou thermique, voilà. Oui, ou thermique, parce qu'on a sur les grosses machines, on a une équivalence entre électrique et thermique aujourd'hui. Donc, pour vous parler sur les machines que je connais, puisque notre compagnie fait essentiellement de la moyenne cogénération, on va dire à partir de 1 MW électrique, donc ce qui est déjà assez important, on va être aux alentours de 1000-1500 euros du kilowatt installé sur du 1 MW par exemple. Et puis si on monte encore en puissance, ce coût va baisser petit à petit, quoi. Ça reste cher.
Et donc, si on veut amortir ce surcoût, quelque part, il faut avoir des gros besoins de chaleur et des besoins de chaleur toute l'année, enfin le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que dans un EHPAD, ça peut présenter de l'intérêt, parce qu'il y a des besoins d'eau chaude, il y a des besoins de chauffage plus importants que dans un bâtiment qui est un fonctionnement très intermittent. Donc on valorise mieux l'investissement si les besoins sont importants. On a parlé de cogénération dans du tertiaire, hein, c'était le cas de ce qu'on a vu près de Nantes, mais on en trouve aussi dans l'habitat, vous allez le voir, et sur les images que vous allez découvrir maintenant, il s'agit d'un immeuble résidentiel qui se trouve à Grenoble, c'est dans le quartier Bouchaillé-Vialet. C'est un immeuble de 6 étages avec une cogénération de 50 kW et l'électricité produite est revendue. L'énergie thermique, elle, alimente le réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire. C'est un immeuble qui est également équipé de 2 chaudières au gaz supplémentaires, l'une qui vient en fait en soutien de la cogénération et l'autre qui, elle, ne sert qu'en cas de panne ou de circonstances exceptionnelles de grand froid en l'occurrence. Il y a en France une centaine d'installations de micro-cogénération comme ça. En quoi est-ce pertinent dans l'habitat? Dans le tertiaire, on l'a compris, il y a des gros besoins de chaleur, donc on met en place des installations qui ont un sens économiquement sur le moyen-long terme. Dans l'habitat, quel est l'intérêt? On a parlé de la performance de la technologie, on a dit que c'était plus efficace que de faire des productions séparées, etc. C'est aujourd'hui dans ce type de bâtiment qu'on va retrouver ces modules de cogénération. C'est des bâtiments qui cherchent de la performance, qui cherchent à atteindre des niveaux de label élevés pour être BEPOS, à énergie positive, enfin le nom officiel n'existe pas encore, on va dire, mais qui cherchent ce niveau de performance et qui vont installer ces technologies-là parce qu'elles produisent de l'électricité. Et cette électricité vient se défalquer à leur bilan thermique. Donc comme l'objectif à ce moment-là, c'est plus un objectif, on va dire, environnemental, je veux faire un bâtiment performant, etc., on n'est plus vraiment dans une notion de rentabilité économique. C'est un objectif de performance, d'image, de tout ça, pour faire un bâtiment exemplaire. Absolument. Il faut dire qu'aujourd'hui, la motivation principale, c'est celle-là, parce que si on regarde la rentabilité économique, elle n'est pas encore complètement avérée. Le temps de retour est loin et on peut espérer que les prix baissent, mais aujourd'hui, on défriche un petit peu le secteur et donc effectivement c'est plus une motivation de performance qu'une motivation économique. Après dans l'habitat c'est tout à fait possible pour répondre à votre question. De mon point de vue plus en habitat collectif qu'en habitat individuel pour des questions de foisonnement parce que comme j'ai dit tout à l'heure on a intérêt à acheter la machine la plus petite possible et à faire la fonctionner le plus longtemps possible. Alors que dans un habitat individuel, on aura un équipement qui sera beaucoup plus intermittent dans son fonctionnement, donc moins de rentabilité. On a vu des équipements extrêmement spectaculaires chez ce sériste à Nantes. On a vu des choses plus modestes à Grenoble. Comment est-ce qu'on dimensionne, l'installation? Quels sont les critères techniques que l'on prend en compte pour faire le choix de telle ou telle taille, de telle ou telle puissance? On l'a vu chez ce sériste, donc lui, clairement, son dimensionnement, ça va être sur ses besoins thermiques. Oui. Puisqu'il parlait de 4,4 MW électriques installés. C'est clair qu'il ne va pas consommer 4,4 MW électriques. Par contre, au niveau thermique, lui sa logique, en tout cas, quand on interprète ce qu'il dit devant la caméra, c'est de chauffer ses serres et d'amortir le coût du chauffage de ses serres en vendant de l'électricité. Mais là, on est dans un schéma qui est industriel. Oui. Toutes les cogénérations ne sont pas installées à ces fins-là. Et quoi qu'il en soit, la question du dimensionnement se pose. Nous, en ce qui nous concerne le dimensionnement, on essaye de faire marcher le cogénérateur longtemps. Voilà. Donc, il faut qu'il soit de petite puissance et pour qu'il soit très sous-dimensionné par rapport aux besoins de chauffage, de telle façon que, quels que soient les besoins de chauffage, il marche finalement. Il faut qu'il tourne le plus souvent possible et le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'il bonifiera le mieux le bilan. À faire cet investissement-là, il faut le faire fonctionner. Donc aujourd'hui, oui, on va taper, quand on est sur de l'autoconsommation, sur des franges de puissance thermique très faibles, pour que ce soit sollicité très longtemps. Ça, c'est si qu'on a 20-30% peut-être du besoin thermique. Il faut pouvoir le solliciter longtemps. Si on est en revente totale d'électricité, on ira peut-être même encore plus bas, pour être sûr de l'utiliser là, mais tout l'hiver, 24-24. Et même en thermique, on est sur plus de 10 à 20%.
de la puissance thermique est en cogénération. 20, à mon avis, il ne faut pas trop dépasser 20%. C'est ce qu'on avait à peu près sur notre installation. Nous, avec les simulations qu'on a pu faire, on est à 45% de couverture des besoins annuels thermiques. Et on est à peu près à 50% de couverture des besoins des communs. La difficulté, quand on parle de logement tout à l'heure, on en parlait, la difficulté c'est d'utiliser l'électricité, parce que les logements ont chacun leur compteur, et donc là on va pouvoir utiliser l'électricité, c'est uniquement sur les parties des communs, donc principalement des usages d'éclairage, de ventilation. L'éclairage c'est compliqué, mais la ventilation c'est intéressant parce que ça fonctionne tout le temps. On va avoir des ascenseurs qui fonctionnent par intermittence. Là dans le cas présent, on avait des surpresseurs, des pompes de relevage, ce qui nous a permis de faire des simulations de fonctionnement également. Mais il faut quand même qu'il y ait des besoins électriques pour que ça puisse être intéressant, sinon on est contraint à revendre l'énergie. Est-ce que c'est fiable ? On peut illustrer ça avec un point. Quand on est comme le sériste, par exemple, ou ça marche aussi sur les très petites installations, en revente totale, d'accord ? Celui qui rachète, en général c'est EDF Obligation d'achat qui rachète, il demande un taux de disponibilité tout l'hiver d'au moins 95%. C'est-à-dire que 95% du temps, durant les 5 mois d'hiver, ça doit fonctionner. Donc oui, c'est fiable. Il y a quand même un coût d'entretien qui n'est pas négligeable, qu'il faut bien prendre en compte. C'est un entretien fréquent ? C'est en fonction du nombre d'heures de fonctionnement. Oui, on a un plan de maintenance, prépare groupe, voilà, mais qui est un entretien assez fréquent. Oui, ça c'est clair. Ce sont des machines tournantes, avec plusieurs pièces mobiles. Donc c'est clair que là, on est sur de l'entretien assez courant. Oui. C'est là qu'effectivement, il y a une petite difficulté, parce que classiquement, les exploitants de chauffage, ils connaissent bien les chaudières, ils connaissent peut-être moins les cogénérateurs. On sait entretenir des cogénérateurs, mais la profession doit s'habituer à travailler avec ces équipements. Et comme aujourd'hui ils sont peu nombreux, les coûts que l'utilisateur doit payer pour sa maintenance, à mon avis, ils sont un peu trop élevés, quoi. Vous parlez des cogénérateurs comme on parle des avions. On dit qu'un avion, ça n'a de sens que si il vole et qu'il faut quand même être vigilant sur la question de la maintenance. Il y a un peu de ça avec le cogénérateur. C'est vrai que c'est un petit peu le risque, effectivement, c'est de mettre en place du matériel qui est somme toute assez coûteux et puis par la suite de ne pas le voir fonctionner, tout simplement parce qu'on a derrière des chaudières qui prennent la relève et donc ça fonctionne très bien avec le cogénérateur à l'arrêt. Au-delà des enjeux environnementaux, évidemment, se pose la question de la pertinence de la cogénération et sur le plan économique, et elle dépend notamment du prix des énergies primaires, mais aussi prix de revente de l'électricité. Et pour nous éclairer sur l'environnement réglementaire et tarifaire, eh bien, nous sommes allés rencontrer le délégué général du club cogénération de l'AT2E. Il s'agit de Patrick Canal, écoutez-le. Alors, la filière tente surtout de pouvoir concrétiser un potentiel qui reste en France extrêmement élevé, à hauteur de 30 gigawatts, dont une grosse partie d'ailleurs de 3 à 5 gigawatts pour la petite et la micro-cogénération. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel. Concrètement, pour l'exprimer, il faut bâtir des conditions de soutien, d'accompagnement qui vont être cohérentes. Un besoin de stabiliser, de consolider le modèle économique, une meilleure visibilité surtout, c'est-à-dire avoir des contrats qui ne fluctuent pas au fil du temps et qui ne seront pas remis en cause dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 12 ans, dont la durée est connue, dont les conditions de rémunération, dans la structure de rémunération sont bien stabilisées. Voilà un certain nombre de paramètres que la profession négocie aujourd'hui avec les pouvoirs publics. Pour les mini et micro-cogénérations moins 300 kW, que je rappelle, donc on a un contrat C16 qui va être assez proche du C13 tout en utilisant un référentiel de prix du gaz, de rémunération de la part du combustible, très différente parce que désormais les contrats sont bâtis sur le principe des coûts réels qui sont supportés par le producteur. Donc en l'occurrence, pour le référentiel du gaz, il s'agit du tarif B1 qui est publié par Engie sur une base périodique, enfin au moins trimestrielle, et concrètement donc c'est un tarif connu, un tarif domestique, et le complément de rémunération est aussi assuré par une prime complémentaire, et également une prime à l'efficacité énergétique, qui est très proche d'ailleurs de celle comparable à celle du C13.
Même si Patrick Canal dit les choses de manière nuancée, il dit que la cogénération dispose d'un potentiel de développement en France. Est-ce que vous considérez, messieurs, que les conditions sont réunies pour que ce potentiel s'exprime, pour que ce marché se développe aujourd'hui, ou est-ce que ça a vocation à rester une niche ou une solution pour quelques professionnels ou quelques grands bâtiments ? Aujourd'hui, je dirais, enfin, comme l'a dit Patrick, on a un réel potentiel en France, que ce soit pour la grosse cogénération ou pour la petite mini-cogénération, micro-cogénération. Après, comme il l'a bien souligné aussi, c'est qu'on a besoin de ce système de soutien pour cette technologie. Il y avait un C13, mais il n'y avait pas et qui devient un C16. Donc pour la revente totale d'électricité, un cadre tarifaire clarifié. Il y a aussi des contrats pour les petites installations, qui s'appellent le PI 01, qui est pour la revente de surplus. Et donc avec les cogénérations, on peut faire le choix de faire de la revente totale, autoconsommer totalement, ou revendre ou pas le surplus qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est plutôt bien pour le développement de cette technologie, d'avoir cette liberté. C'est une des conditions, ça fait partie d'une des conditions. La question, c'était est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le marché se développe? On vient d'en développer une. Voilà, c'est celle du tarif de rachat. Ça, c'est clarifié, ça, c'est bordé. Ensuite, il y a d'autres choses. Il a parlé d'autres choses, M. Canal. Il a dit qu'il y avait un potentiel de développement. Faut savoir que la cogénération représente à peu près 10% de la production d'électricité en Europe. En France, c'est 2,4%. Donc rien que ces deux chiffres-là, mis en parallèle, on peut dire que oui, il y a un potentiel de développement en France. Et ensuite, avec le développement de déréglementation thermique, les bâtiments de plus en plus performants, on va avoir de plus en plus de bâtiments qui vont avoir recours à cette énergie, parce que c'est une des solutions pour rendre un bâtiment performant, très complémentaire au photovoltaïque. La loi relative à la transition énergétique est un gros texte, un texte qui se veut fondateur. Est-ce que dans ce contexte-là, la cogénération a un sens? Est-ce qu'elle colle, si j'ose dire, au moment de l'histoire dans lequel on est? Oui, moi je pense qu'on peut le dire. On est un petit peu anticipateur aujourd'hui, mais avec la prochaine réglementation thermique, je pense que la cogénération qui va imposer le BEPOS ou quelque chose d'équivalent, enfin qui va encourager en tous les cas très fortement l'énergie renouvelable locale produite, etc. Il est évident que le marché de la cogénération, de la micro-cogénération va se développer fortement. Est-ce que biogaz et cogénération sont possibles, compatibles? Aujourd'hui, ça se fait déjà, parce que c'est vrai que quand on a une unité de méthanisation, enfin de production de biogaz, c'est vrai qu'on a le choix entre produire de l'électricité, donc avoir un moteur sur son installation, ou réinjecter le biogaz, enfin après purification, sur le réseau GRDF. Donc oui, c'est possible, oui, voilà. Ça marche. Et demain, on peut dire aussi cogénération gaz naturel. Et ce gaz naturel sera peut-être à base de biogaz. Et c'est en réalité pas un sujet. Il n'y a pas lieu de changer l'installation. Non, pas du tout. La nature, ou plutôt l'origine, si j'ose dire, du gaz ne change rien. On peut tout à fait faire circuler, faire tourner une cogé au gaz vert. C'est la suite logique, c'est vraiment la suite logique. C'est l'étape suivante. Aujourd'hui, la cogénération, c'est un peu l'allié naturel couplé avec du photovoltaïque pour rendre un bâtiment positif, on va l'appeler comme ça. Demain, si cette cogénération fonctionne au biogaz, c'est vraiment... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut entendre aussi certaines personnes qui disent oui, la cogénération c'est bien, mais ça utilise encore une énergie fossile, qui est le gaz naturel. Demain, voilà, ce sera peut-être, pas en totalité, je pense pas, mais une partie avec du biogaz purifié. Nous avons dans notre équipe un expert, un spécialiste de la réglementation, c'est Julien Guillemot. Julien Guillemot qui, non content d'être spécialiste de la réglementation, est aussi responsable de la hotline de CJBAT. On a vu tout à l'heure que la cogénération, évidemment, c'est de notoriété publique, convient pour des bâtiments dits tertiaires, les serres notamment, mais elle convient aussi pour l'habitat et l'habitat collectif en particulier. Quelles sont, dans ce type d'installation habitat collectif, les règles d'installation, cher Julien? Disons que, comme on a pu le voir, les cogénérations, généralement, sont associées à des chaudières collectives. Donc ces installations sont soumises à des obligations réglementaires, mais aussi à des préconisations faites par les fabricants. La cogénération peut être installée
dans un local chaufferie. Ce local, bien sûr, doit être ventilé et peut être implanté dans plusieurs configurations. Au sous-sol, en rez-de-chaussée, en terrasse, mais aussi à l'extérieur. En fonction de cette position, il peut y avoir 1 ou 2 accès. Et il y a une règle, des normes, ou en tout cas une procédure à respecter en ce qui concerne l'évacuation des produits de combustion, puisque, on l'a bien compris, c'est un moteur qui est à l'intérieur. Alors complètement, une cogénération est comme une chaudière, en fin de compte, un appareil raccordé. Alors, on retrouve 2 familles, en fin de compte, dans les appareils raccordés. Les appareils dits étanches. L'appareil va prélever l'air comburant de l'extérieur et va évacuer les produits de combustion aussi vers l'extérieur au travers d'un conduit concentrique qui peut être horizontal ou vertical. On retrouve de la 2e famille, les appareils de type B, où on prélève directement l'air dans le local et l'évacuation des produits de combustion se fait au travers d'un conduit de raccordement dédié. Et dédié pour quelle raison? Parce qu'une cogénération est un appareil de type, très souvent dans cette configuration-là, moteur à combustion interne, avec des pressions à la sortie du conduit de fumée qui sont de l'ordre de 4000 pascal. C'est environ 10 à 20 fois supérieur à une chaudière classique. Et par conséquent, on doit bien avoir 2 conduits dédiés. Un conduit type P ou type N pour les chaudières et un conduit type H, haute pression, dédié à la cogénération. Bonsoir Brice Fèvre, Bonsoir. Directeur de CEGIBAT, attentif tout au long de cette conversation entre experts. Effectivement, donc le thème c'était la cogénération, ça repart. La cogénération était au cœur de l'actualité. On en a parlé avec ce fameux C16 qui va bientôt être précisé. Quelques mots au final, c'est que la cogénération présente de réels bénéfices. C'est 30% d'économie en énergie primaire par rapport à une production centralisée d'énergie. Il y a un réel potentiel, comme l'a dit Patrick Canal, et puis aujourd'hui, il y a différents modes contractuels, on l'a vu, tantôt en vente directe, avec des rentabilités intéressantes, donc c'est de la rentabilité financière, mais on valorise une technologie qui est très performante. Et puis on le voit, des modèles plus liés à l'autoconsommation, où la cogénération gaz va être pertinente. Pour des bâtiments neufs, pour du BEPOS, Monsieur Moll, l'opération que vous faites sur l'EHPAD est un exemple concret du fait que la cogénération gaz est un atout aussi pour ces bâtiments à haute performance énergétique. Donc la seule recommandation que je voulais passer à l'ensemble des professionnels ici présents et qui nous regardent, c'est aujourd'hui, sur vos opérations à performance à label, pensez-y sur les APS, sur les avant-projets sommaires, étudiez cette technologie parce qu'elle a réel intérêt, on est tous convaincus qu'il y a un fort potentiel. Et puis, à CEGIBAT, on est là pour vous accompagner. Il y a un guide aujourd'hui sur la conception, sur l'installation, sur la maintenance, qui est parfait pour aider les professionnels à étudier cette solution. Voilà. Merci de l'avoir appelé, Brice Fèvre. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi au patron d'ITF, Laurent Vidoni, au patron d'Étamine, Nicolas Moll, à Cyril Lejeune, le responsable grand compte et développement biogaz d'Eneria, et à Olivier Brogy, l'expert de CEGIBAT. Salut à tous et à bientôt.